ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci d'être présent à cette conférence sur les contrats et la Legal Tech, qui est vraiment le levier caché de la valeur des entreprises. Est-ce qu'on a des entrepreneurs parmi nous? Des chefs d'entreprise? Des étudiants? OK. Et des juristes? Des gens du droit? Une personne? Deux personnes? OK, super. Donc voilà, c'est... je ne sais pas où il faut appuyer, je suis désolé. Assez hétérogène comme public. Donc très rapidement pour me présenter, moi c'est David Rivel. Je suis entrepreneur de longue date. Donc j'ai créé une entreprise dans la tech RH que j'ai revendue en 2021. Et il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi, j'ai rejoint une Legal Tech pour aider à scaler justement cette belle entreprise qui s'appelle Gino Legal Tech, qui permet la gestion de contrats augmentés par l'IA. Je vais en parler un petit peu après. Donc, pour ma part, j'ai la double casquette entrepreneur et Legal Tech. Et je suis ravi d'être à côté de Léa, qui a la triple casquette, parce qu'en plus de tout ça, elle est juriste. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Léa Fleury, la cofondatrice d'Ordali. Moi pour le coup je suis juriste, j'ai travaillé en cabinet d'avocat chez Baker McKenzie dans leur département M&A. Et suite à ça, j'ai voulu me réorienter, je suis partie dans la data. Et ensuite, ma dernière expérience, c'est donc Ordali. On a cofondé avec mon associé Ordali en mi-2023. On en parlera peut-être. Donc très rapidement, pour introduire un peu la thématique, moi j'ai vraiment découvert les contrats ou l'importance des contrats lors de ma levée de fonds dans ma précédente boîte. J'ai eu une aventure entrepreneuriale, on était à près d'1 million d'ARR et à ce moment-là, je suis allé sur le marché pour lever des fonds. J'ai sécurisé ma première levée de fonds et à l'époque, mes investisseurs, qui étaient des entrepreneurs à succès, qui avaient revendu leur boîte à 300 millions de pounds, c'était des Anglais, m'ont dit « Ok, je vois que David, tu es très focalisé sur la croissance, tu es très focalisé sur ton produit naturellement, mais attention, fais attention à tes contrats. » Parce que tu verras qu'un jour, ça te servira énormément dans la valeur de ta boîte. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas vraiment, je savais ce que c'était un contrat. Naturellement, on signait des contrats avec nos clients, mais j'avais peut-être pas la rigueur et la vision du levier stratégique que le contrat pouvait être pour une start-up. Et c'est vrai que quand j'ai revendu ma boîte, pendant la due deal, voilà, un des facteurs qui a vraiment facilité au fait la revente de mon entreprise, c'était le fait que j'avais tous mes données contractuelles centralisées au bon endroit, qui étaient correctement répertoriées et que surtout on avait aussi extrêmement bien négocié nos contrats avec nos clients. Donc on était passé de contrats de 12 mois à 36 mois. On avait fait attention à tout ce qui était responsabilité, on avait introduit de l'inflation dans nos contrats, etc. Et ça a été vraiment un facteur assez important pour mon acquéreur et pour la confiance que j'ai pu gagner envers lui. Et donc, quand j'ai rencontré le fondateur de Gino Legal Tech, qui est un avocat, qui est au fait une plateforme de gestion de contrats, qui permet vraiment de gérer tout le cycle de vie du contrat, ça a complètement fait tilt chez moi et je me suis dit, waouh, j'aurais adoré avoir un outil pareil quand j'étais entrepreneur dans ma propre boîte. Parce que moi, je gérais ça à l'ancienne avec mon Excel, mais je vais vous en dire plus tout de suite sur cette partie. Et peut-être, Léa, est-ce que tu veux, toi, nous parler un petit peu du contrat et de l'importance du contrat dans une entreprise, de ton point de vue? Oui, bien sûr. Moi, je vais plutôt le raconter du point de vue. Vous m'entendez bien? Oui? Ok. Ce que je disais, c'est que moi, c'est plutôt du point de vue de ma jeune entreprise, puisque Ordali, on l'a fondée il y a à peine 2 ans maintenant. En plus, je suis juriste et c'est vrai que le contrat, initialement, c'est pas la problématique sur laquelle j'étais la plus concentrée. Et en fait, finalement, très rapidement, ça nous a rattrapés, puisque c'était un petit peu dans cette logique de un peu anticiper le contentieux. Comme on va, je sais pas, comme on pourra avoir une hygiène comptable, une hygiène financière, je me suis très vite aperçue qu'il fallait aussi avoir une sorte d'hygiène juridique. Je pense par exemple au contrat de travail,
et surtout l'aspect business aussi, puisque je me suis très rapidement rendu compte que finalement le juridique c'était un petit peu la colonne vertébrale d'une stratégie commerciale. Nous aujourd'hui on commence à signer. Bon, au début c'était vraiment des petits clients, donc forcément ça a peut-être moins d'enjeux. Mais là, de plus en plus, on commence à aller sur des plus gros clients. Et en fait, je me suis très vite aperçue que le fait d'avoir un process carré, faire signer une NDA, par exemple, un contrat de confidentialité, dès le départ, dès le process, dès le début du funnel de vente, ensuite aller faire signer un MOU pour encadrer toute la période de test, formaliser la relation avec le prospect, c'était quand même le plus... ça a apporté une dimension beaucoup plus carrée, beaucoup plus structurée avec notre interlocuteur, donc dans mon cas, un prospect. Donc c'était vraiment pour moi cet enjeu de... le juridique, il est finalement omniprésent sur tout l'aspect du funnel de vente pour apporter une structure et, puis, et du sérieux aussi dans la relation commerciale. Et après, sur tout l'aspect un peu droit du travail, alors le contrat de travail, franchement, j'ai vu des startups qui faisaient leur contrat de travail sur ChatGPT avec des clauses qui ne sont pas toujours valables, où il n'y a pas forcément de possibilité aussi de vérifier la validité des clauses. Donc voilà, c'est vraiment sur tous ces aspects que j'ai un petit peu vu l'importance du contrat dans la vie d'une entreprise. Ouais, moi, je me souviens très bien de mon contrat. J'avais Air France comme client. Donc, on avait travaillé extrêmement dur pour essayer de les convertir. Et comme vous vous souvenez peut-être, en mars 2020, il y a une petite épidémie qui s'est propagée, qui a eu un impact au fait énorme naturellement sur le secteur du tourisme. Mais en plus de ça, moi, je vendais une solution qui faisait du marketing pour du recrutement. Donc, vous imaginez, on faisait du marketing pour du recrutement pour Air France. Vraiment le premier budget qu'ils cherchaient à couper. Et on a eu la chance justement de négocier un contrat à long terme. On avait un contrat qui était entamé dans sa première année, qui avait encore 2 ans. Et du coup, on a quelque part eu la chance de pouvoir sécuriser ce contrat. Malgré ça, naturellement, les achats sont venus. Ils me sont tombés dessus. Ils ont essayé de négocier en me disant que voilà, à cause d'eux, Air France pouvait faire faillite, etc., et que c'était catastrophique. Donc on a quand même fait une négo. Mais tout ça pour dire que le fait d'avoir été bien protégé contractuellement nous a servi énormément pour sécuriser au fait nos revenus et pour quelque part passer cette phase de Covid qui a été quand même extrêmement dure pour des boîtes comme nous. Et si on regarde peut-être de manière un peu plus macro, au fait, il y a des études hyper intéressantes de Gartner qui montrent qu'aujourd'hui, la mauvaise gestion de contrat peut coûter à une entreprise 10% de perte de résultats nets. Donc c'est quand même assez massif. Et en plus de ça, ça élonge énormément le temps de contractualisation. Donc on dit que le time to market peut prendre 2 fois plus de temps si on n'a pas une bonne gestion de contrat. Et on a aussi 75% d'erreurs contractuelles en plus. Certaines erreurs peuvent être minimes, mais certaines erreurs peuvent être assez fatales. Et donc, c'est extrêmement important aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise ou naturellement juriste, c'est d'avoir une maîtrise assez complète et fine de ces contrats en entreprise. Alors, peut-être une question pour toi, Léa. Pour, on va dire, les entrepreneurs ou les boîtes qui sont en croissance ou qui sont assez petites et qui n'ont pas beaucoup de budget, comment est-ce qu'on fait pour gérer au fait, le juridique, sachant qu'on n'a même peut-être pas de juriste en interne quand on est encore voilà, tout petit et en création? C'est une bonne question, sachant qu'il y a très très peu d'outils qui existent justement qui sont à destination de jeunes entrepreneurs pour la partie juridique. Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, en tout cas avec Ordellis, c'était un peu notre postulat de base. Quand on est une jeune start-up, et on l'a nous-mêmes vécu, disons que la seule alternative pour la start-up, c'est l'avocat. Et parfois, l'avocat, il est cher. Il est engorgé aussi.
Donc, l'alternative, ça va être quoi? Ça va être aller chercher sur Google, aller chercher, pire, à mon sens, sur ChatGPT, sur tout l'aspect juridique. Donc, c'est aussi, je pense, là, le thème de la conférence, c'est contrat et legal tech. Je me penche plus sur le côté legal tech sur cette question, mais un peu ce côté où nous, on vient aussi se positionner comme intermédiaire entre justement les jeunes startups, les entrepreneurs qui vont vouloir se lancer et qui vont vouloir justement se structurer juridiquement. Et parfois un avocat, je ne dis pas qu'on remplace l'avocat, je dis juste qu'on vient aider justement à structurer, à préparer le terrain sur le côté juridique avant de se pencher vers un expert qui va évidemment avoir une maille beaucoup plus fine dans l'analyse juridique. Mais bon, quand on commence en tant qu'entrepreneur, c'est quand même assez suffisant, je pense, de passer par une legal tech. Et peut-être qu'on peut parler de cas d'usage concret. Ça serait peut-être assez intéressant pour un peu vous projeter. Typiquement, voilà, la société où moi je travaille offre ce qu'on appelle un CLM, c'est du Contract Lifecycle Management ou une plateforme de gestion de contrats. Et les cas d'usage sont assez intéressants. Donc déjà, je pense que ce qui est hyper important, c'est de centraliser tous ces contrats à un endroit et d'avoir au fait une visibilité sur les données. Parce qu'au fait, ce qu'on se rend compte, c'est que même nous, quand on parle aujourd'hui à des entreprises qui ont même une certaine taille, elles ne savent même pas où se trouvent les contrats, combien de contrats elles signent par an. Je ne parle même pas des données contractuelles. Donc ça, c'est encore un niveau encore plus poussé. Et donc, première chose, c'est vraiment de s'assurer quelque part qu'on ait un endroit centralisé où on peut avoir accès aux derniers contrats signés de manière très fluide et très facile. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'IA, qui a un impact de plus en plus grand sur le monde de la legal tech, mais naturellement sur tous les métiers, on est capable d'extraire toutes les données contractuelles pour avoir justement des tableaux de bord et comprendre ce qui se passe dans la vie de ces contrats. Il ne faut pas oublier au fait que les contrats, quelque part, c'est un peu la source de vérité d'une entreprise. Tous nos échanges, et que ce soit des prestats ou des clients ou des contrats de travail, se trouvent dans les contrats. Donc, quelque part, c'est la source de vérité. Et d'avoir une visibilité sur ces données contractuelles est extrêmement importante. Et l'IA aujourd'hui est capable justement d'extraire toutes ces données contractuelles et de faire des tableaux de bord et de donner au fait des insights et de la visibilité aux entreprises. Je pense par exemple aux dates de renouvellement. Donc voilà, aujourd'hui, automatiquement, on est capable d'aller créer des alertes pour prévenir les bonnes personnes au bon moment d'un préavis qui arriverait à terme. Donc, on a plein de cas d'usage hyper intéressants qu'on peut activer grâce à l'extraction de données. Et puis, et puis je te laisse compléter, après je reprendrai. Mais est-ce que tu as d'autres cas d'usage dont tu veux nous parler? Oui, bien sûr, j'ai d'autres cas d'usage. Ce que tu dis, ça me fait step back sur ta première question, sur tout l'aspect, l'importance du contrat dans la legal tech, justement. On n'en a pas trop parlé, mais justement, tout cet aspect de négociation. Le contrat, le fait d'avoir formalisé la relation avec le prospect, avec le client, ça permet aussi d'avoir des leviers de négociation, de savoir anticiper sur quelles clauses sensibles on va pouvoir avoir un poids, sur quel point on va devoir faire attention. Enfin, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que ça m'y fait penser. Sur tout ce côté, en fait, je suis arrivée en rendez-vous, on avait déjà, on était sur le point de contractualiser, on avait déjà tout un historique de contrat avec ce même prospect. Et en fait, le fait d'avoir formalisé cette relation avec mon interlocuteur, ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre les axes de négociation, de beaucoup mieux comprendre mon poids dans la négociation, alors que pourtant, c'était un très très gros prospect. Nous, on est une start-up, donc il y a quand même un rapport de force qui n'est pas négligeable entre ces deux acteurs-là. Donc voilà, c'était juste pour un petit peu repartir sur la toute première question. Non, mais c'est un excellent point. Et d'ailleurs, pour aller même plus loin, aujourd'hui, il y a des fonctionnalités justement avec l'IA qui vous permettent de créer au fait vos règles. De nouveau, moi à l'époque, en tant qu'entrepreneur, je le faisais manuellement. J'avais un playbook où je mettais, voilà, si clause 1 est négociée, voilà mon
ma position de repli pour que derrière mes commerciaux ils puissent négocier au fait, en toute autonomie. Mais aujourd'hui, au fait, ce qu'on a et ce que nous on a sorti aussi chez Gino, c'est des fonctionnalités de ce qu'on appelle contract review, revue contractuelle, augmentée naturellement par l'IA. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que derrière, vous puissiez au fait créer un rulebook ou un playbook, peu importe comment vous l'appelez, où vous allez mettre en fait toutes vos règles contractuelles avec vos positions de repli. Et donc au moment où vous négociez avec votre contrepartie, l'IA quelque part, elle va analyser le document et elle va vous dire attention, ces articles sont conformes, ces articles sont proches et ces articles sont non conformes. Directement intégrés dans le document. Donc derrière, on peut voir exactement pourquoi l'IA a fait son analyse. Donc quelque part pour assurer aussi voilà, les opérationnels qui sont en autonomie parfois sur la négociation, pour lui dire voilà, attention, nous, on n'accepte pas la responsabilité au-dessus d'1 million, par exemple, ou on n'accepte pas les durées de moins de 12 mois, peu importe ce que c'est. Et l'IA va automatiquement faire une suggestion de rédaction alternative qu'on peut directement réintégrer dans le document. Et même chose pour les commentaires. Donc ça, c'est hyper cool quelque part parce que souvent dans une start-up ou même dans une entreprise, le juridique, il est sursollicité de tous les côtés. En plus, c'est pas toujours au même moment. C'est ça qui est pénible. On a les fins de quarter, les fins d'année où tout d'un coup, tous les commerciaux ou ceux qui veulent signer des contrats, ils viennent pour solliciter les juristes qui sont débordés justement. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre des règles en place avec un outil qui donne une certaine autonomie aux commerciaux tout en respectant quelque part le cadre que le juridique a défini. Donc c'est vraiment le juriste qui va mettre ses règles et qui va dire ça, mon commercial, il peut négocier et ça, si ça dépasse un certain seuil, ça revient chez moi. Et tout ça peut se faire automatiquement, intégré directement dans vos documents et ça fait gagner un temps monstre justement dans la négociation contractuelle. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage intéressants, Léa, dont tu veux parler? On peut aussi aborder. Oui, alors à destination d'entrepreneurs, en fait, nous, on a 3 composantes. Une composante recherche juridique, une composante analyse et une composante rédaction. Pour des entrepreneurs, ça va être plutôt surtout sur tout l'aspect recherche juridique. L'IA, elle a quand même, moi je trouve aujourd'hui un avantage qui est de pouvoir rendre quand même la donnée juridique beaucoup plus accessible dans le sens où jusqu'à présent, on avait de l'open data. On a tous les codes, les jurisprudences qui sont accessibles, mais il y a toujours cette difficulté d'articulation de la donnée quand on n'est pas forcément un professionnel du droit. C'est toujours assez compliqué d'interpréter la donnée juridique et de savoir surtout comment elle s'articule, comment un article va s'articuler avec un autre, comment une jurisprudence va être interprétée. Et je trouve qu'aujourd'hui, des IA, notamment entraînées sur du juridique, vont pouvoir apporter non seulement ce travail d'agrégation de la donnée juridique, mais aussi d'articulation de la donnée pour avoir une réponse qui va être forcément fondée en droit et structurée. L'autre cas d'usage que moi je verrais, c'est surtout l'aspect rédaction de nos premiers jets contractuels, les premiers contrats de travail qu'on va générer, les premières NDA, enfin des contrats assez simples en soi qu'on va pouvoir avoir. En tout cas sur cette partie cas d'usage. Ouais, et puis finalement, en fait, l'idée, c'est de rendre plus d'autonomie aux opérationnels dans une entreprise, quoi. C'est un peu ça l'idée derrière tout ce qui est gestion de contrat, c'est d'avoir des modèles qui sont bien cadrés par le juridique et que derrière, au fait, les opérationnels puissent en autonomie aller créer leur contrat en, par exemple, répondant à des questionnaires dynamiques, tout en respectant de nouveau le cadre qui a été posé par le juridique et derrière pouvoir voilà, négocier, échanger et avancer sur la négo un maximum en autonomie. Tout l'aspect conformité aussi, il est super important. Aujourd'hui, avec de l'IA, je pense qu'on peut le réaliser assez facilement dans le sens où on va pouvoir mettre en perspective un document de référence, un contrat qu'on a dans sa Contratech, par exemple, et toute la donnée,
la donnée juridique et pouvoir mettre en perspective les deux, savoir si une clause est valable. Je prends dans un contrat de travail, par exemple, une clause de non-concurrence qui a certaines conditions pour être valable. Ça va être beaucoup plus simple, je pense, aujourd'hui, même pour des profanes du droit, de pouvoir avoir accès à cette mise en perspective. Est-ce que à ce stade, vous avez des questions? On pourra repasser aux questions après, mais est-ce que vous avez déjà quelques questions peut-être en tête? Oui. Est-ce qu'en intégrant l'IA, par exemple, dans la rédaction des contrats, on ne risque pas de se faire voler notre donnée de l'entreprise? C'est pas trop risqué d'intégrer l'IA, par exemple, dans la rédaction d'un contrat? Alors, au niveau de la sécurité, de la confidentialité des données, c'est vrai que c'est, je pense, l'enjeu principal, le plus important, et c'est de notre responsabilité en fait de se mettre, d'être au cordeau sur ce sujet-là. En ce qui nous concerne, et je pense que Gino c'est la même chose, en fait, il y a plusieurs points de réponse. Le premier, c'est le stockage de la donnée. Où va être stockée la donnée de notre client, par exemple? Bon, dans ce cas-là, en ce qui nous concerne, c'est vraiment en France. Et l'autre point de réponse, c'est l'entraînement des modèles d'IA. Comment les modèles d'IA sont entraînés, sur quelles données, et est-ce qu'ils vont être entraînés sur les données de nos clients, par exemple? Ce n'est pas le cas, évidemment. Et quel est le choix de la donnée pour l'entraînement des modèles? Il faut évidemment que ce soit une donnée qui soit neutre, donc pour éviter tous ces biais. Pour éviter aussi, par exemple, si c'est un entraînement sur de la donnée client, que le nom d'un des clients ressorte chez un autre client. Et surtout, pour des juristes, il y a des enjeux de déontologie qui sont très compliqués. Donc non, il y a vraiment, niveau de sécurité des données, une IA en France, hébergée en France, pas de rétention de log, donc pas de stockage de la donnée cryptée, et pas d'entraînement des modèles d'IA sur les données des utilisateurs, évidemment. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'entreprises vont contractualiser avec des outils ou avec des sociétés comme voilà, Ordali, Gino ou autres, parce que nous-mêmes, au fait, on a un contrat avec, par exemple, peu importe, que ce soit OVH ou Azure, qui va s'assurer que les données soient hébergées en France et que l'IA ne soit pas entraînée. Et c'est aussi pour ça qu'on déconseille fortement voilà, aux entreprises d'ouvrir l'IA à tout le monde, parce qu'en effet, là, à ce moment-là, on peut avoir des fuites de données ultra sensibles. Ça répond à ta question? Ouais. Merci. Si j'ai bien compris, on pourrait avoir donc une plateforme plus proche. On pourrait avoir donc avec ces nouvelles fonctionnalités. Vous entendez pas? Ouais. Encore plus proche? Ouais. Là, je veux pas. Sinon, je vais. Si j'ai bien compris, donc on pourrait avoir une plateforme qui donc centralise les contrats. Et cette plateforme pourrait donc faire une analyse de nos contrats clients, révéler des écarts entre les contrats pour permettre peut-être en réunion business review de fin d'année avec nos clients, avoir des gaps entre le client A et le client B, entre là où on voudrait être et là où il est réellement. C'est ça? Donc ça, c'est voilà. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, si ça c'est OK, vous dites que des fois, d'appeler des conseils, c'est long, ils ont une bande passante limitée, etc. Dans le cadre, moi, ce que je fais par exemple sur mon avocat social, souvent ce que je vais rechercher chez lui, c'est la jurisprudence, c'est la mise à jour en fait, des informations au fil de l'eau et son regard critique. Du coup, comment c'est géré ça? Est-ce que ça, c'est la limite entre la presta que vous vendez du coup, et le conseil? Comment vous voyez les choses? Alors, en tout cas, pour nous, et je laisserai naturellement Léa parler d'Ordali, mais pour nous, on est une techno. Okay, nous, ce qu'on permet de faire, c'est justement, on travaille en closier. Donc, au fait, ce qu'on permet aux juristes de faire, c'est de créer, au fait, un répertoire de clauses qui vont être répercutées dans des modèles de contrat. Donc, demain, vous arrivez, vous avez un nouveau client, imaginez que vous vendez une presta en SaaS.
vous allez au fait lancer votre modèle de prestation de service qui sera composé de clauses que le juriste met à jour en permanence. Donc, par exemple, il y a une nouvelle législation sur les RGPD. Le juriste, une fois, il met à jour la clause RGPD et ça se diffuse au fait dans tous les modèles qui utilisent cette clause. Et donc derrière, au fait, c'est un peu un puzzle. Vous allez construire votre contrat en répondant à ce qu'on appelle un questionnaire dynamique. Donc où il y a des variables, du texte conditionnel. Et derrière, au fait, ça va créer votre contrat. Et ça va être la base de votre point de négociation avec votre contrepartie. Mais comme vous dites, parfois, vous recevez un contrat d'une contrepartie. À ce moment-là, en effet, on fait jouer l'IA. De nouveau, l'IA a été, pas entraînée, mais elle a été conçue via des règles claires qui ont été mises en place par votre département juridique. Et donc, ça vous permet à vous, sur des contrats relativement simples ou sur des règles simples, de faire la première phase de négo. Après, ça ne veut pas dire que derrière, on ne va pas solliciter le juriste quand on arrive à des cas un peu plus compliqués. En tout cas, c'est comme ça que nous, de notre côté, on travaille. Je ne sais pas si toi, tu veux nous, en complémenter. ce qui nous concerne, on ne donne pas de consultation juridique, donc on n'interprète pas la donnée. C'est vraiment de l'information juridique. C'est vrai qu'initialement, c'est un outil qui est développé pour des juristes. Mais il y a quand même ce côté où on va faciliter l'accès à l'information juridique, mais par contre, il n'y a pas d'interprétation. Ça, c'est réservé justement à un professionnel du droit. L'IA va pas, en fait, n'a pas ce recul sur le marché. Moi, en plus, j'ai vraiment un cas personnel, pour le coup, que je peux vous raconter. J'ai fait une levée de fonds il n'y a pas longtemps. Et bon, comme dans toute levée de fonds, il y a des péripéties. Ça a pris du retard et il y a eu des événements qui ont pu être malheureux. Et en fait, heureusement qu'il y avait mon avocat qui connaissait le marché, en fait, surtout sur la partie de négociation. Parce que bon, pour moi, c'était sur une clause de liquidité préférentielle. J'ai demandé à une IA, c'était pas Ordali, mais qui m'a dit mais non, c'est pas du tout bien pour toi, la mets pas. Et l'avocat m'a dit bah non, mais en fait tu es obligé de l'avoir dans ton pacte d'associés parce que de toute manière le marché, enfin c'est la norme et ça c'est pas une IA n'aura pas cette connaissance là. Ouais, exactement. Pardon, et pour revenir au sujet de valorisation, est-ce que dans vos parcours respectifs, que ce soit d'entrepreneurs ou de juristes, vous avez quelques exemples justement de clauses qui ont pu poser question ou au contraire être particulièrement appréciées par des investisseurs potentiels? La question, c'est pour justement la valorisation des entreprises et les sujets contractuels liés à ça. Est-ce que vous avez des exemples dans vos parcours d'entrepreneurs ou encore de juristes, notamment M&A, justement de clauses spécifiques qui ont pu poser question, poser problème ou à l'inverse être appréciées par vos investisseurs? La clause de liquidité préférentielle, elle est très appréciée des investisseurs. Ça, celle-là, oui. Après, là, je pense que dans ce cadre-là, le côté valorisation, en fait, il a un sens double. Valorisation de l'entreprise, donc son chiffre, on va dire, son nombre. Mais là, c'est plutôt dans le sens, par exemple, dans le cas d'une due diligence, quand on a un rachat de société, le fait d'avoir toute une structure juridique et contractuelle au cordeau va faire que forcément la due deal va aller beaucoup plus vite, va être beaucoup plus fluide, va valoriser l'entreprise au sens où elle montre le sérieux de l'entreprise. C'est plutôt dans ce cas-là, je pense, que le côté valorisation est entendu. Après, sur des clauses, j'en ai pas énormément à part l'exemple que j'ai donné. Non, mais je rejoins Léa et puis je vais répondre à votre question sur la clause, mais ce sera la même, ce sera la clause de liquidité. Je pense qu'il faut la mettre, mais il ne faut pas qu'elle dépasse. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas ce que tu as négocié, mais à l'époque, moi, ils avaient une préférence et puis le reste des actionnaires recevaient leur part. Donc, il n'y avait pas une attente de retour en plus de la priorité sur le retour de liquidité, en gros.
Donc c'était très friendly entre guillemets pour nous à l'époque. Mais c'est souvent une clause qui est fortement négociée. C'est vrai que venir armé avec des arguments et avoir des alternatives, c'est un peu ça la clé, quoi. Mais pour rejoindre Léa, le titre contrat égalitaire de levier caché de la Valo, c'est vraiment de dire que quand on négocie bien déjà ces contrats qui sont standardisés et qui sont dans la durée, qui a des clauses d'inflation, qui a la responsabilité qui est limitée, enfin, etc. Au fait, de facto, durant la due deal, au fait, parce que nous, ce qu'on avait quand j'ai revendu ma boîte, c'était vraiment des private equity derrière. Donc c'était une boîte australienne qui appartenait à un private equity californien. Et de fait de voir qu'on avait au fait une rigueur, une structure et des clauses qui étaient vraiment plutôt bien négociées en faveur de l'entreprise, a fait que voilà, le multiple n'était pas trop une discussion. Alors que derrière, sinon ce qui se passe, c'est durant la due deal, ils vont venir, ils vont vous dire « Ah, ouais, mais ça, vous ne m'aviez pas dit, donc du coup, je descends un petit peu la valo » et ça devient une discussion très difficile. Donc ça permet d'aller et plus vite et de rassurer quelque part son interlocuteur sur la solidité au fait du business model en fin de compte. C'est pas juste qu'on est des gens organisés, c'est qu'on a vraiment bien négocié le modèle économique qui est le facteur au fait le plus important dans la valo d'une entreprise, quoi. Ça répond à votre question. D'autres questions du public? Rebonjour. Moi, je voulais réagir sur plusieurs points. Comme vous l'avez dit, souvent quand une start-up se lance ou une entreprise se monte, elle ne fait pas trop attention à ses contrats, la façon dont elle va les stocker. Donc je ne peux que plus soyer sur ce que vous avez évoqué, l'importance d'être très structuré dès le départ. Donc je me suis pas présenté. Sébastien Muller, je suis expert en contract management et j'accompagne des entreprises. Et j'ai accompagné énormément de startups qui se rendaient compte quelques années après qu'elles auraient dû mieux s'organiser dès le départ. Et j'étais très étonné, même des fois dans des startups très jeunes, incapables de retrouver leur contrat 2 ans après. Donc je ne peux que plus soyer sur ce que vous avez évoqué. Et ce que les Legal Tech apportent dans le métier de la gestion du contrat est incroyable. Si je peux juste aller encore un peu plus loin par rapport à ce que vous avez évoqué, c'est qu'un contrat, c'est comme une voiture, après il faut un pilote. Et souvent dans les entreprises et les petites structures, on oublie d'avoir le pilote, le contract manager. On peut avoir la meilleure clause d'indexation qui soit, si personne ne la suit, eh ben, elle va servir à rien. Ou on peut avoir une mauvaise clause, mais si on la suit bien et qu'on amende des choses avec le client dans la relation, on peut en faire un atout. Et donc ça, c'est juste pour aller plus loin par rapport à ce que vous disiez. Souvent, voilà, ça fait la différence de la façon dont on gère finalement son contrat au quotidien. Alors vous avez absolument... tu veux répondre? Non, vous avez absolument raison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... il y a 2 choses par rapport à ça. Un, il y a un nouveau métier qui s'est développé ces dernières années, qui s'appelle Legal Ops. Au-delà du contract management, ou manager, pardon, qui va justement mettre au fait une structure et des outils en place pour pouvoir adresser ce genre de points. Donc, typiquement, aujourd'hui, un outil de gestion contrat va prendre les éléments du contrat et va en fait créer des notifications, des alertes automatiques, envoyer les bons workflows aux bonnes personnes au bon moment pour justement s'assurer qu'on suit la vie du contrat après qu'il a été signé. Et du coup, en effet, c'est extrêmement important aujourd'hui, quand on arrive à une certaine taille en tout cas. Mais même quand on est petit, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a sur le marché, qui sont pas très onéreux si on est une petite structure, on peut déjà au fait, faire pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on grandit derrière, c'est important d'avoir
quelqu'un qui gère tout ça, qui encadre tout ça et qui s'assure que ça soit adopté en interne. Tout à fait d'accord. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. T'as tout dit. Peut-être les étudiants là qui sont la tête ailleurs. Est-ce que vous avez une question? Bonjour. Ok. Alors du coup, moi j'avais une question sur les solutions que vous proposez. Alors moi je suis juriste, enfin, j'ai été juriste en entreprise et souvent juriste unique. Et on m'a proposé plusieurs Legatech, etc. Mais le sujet à chaque fois, c'est que mettre la donnée dans l'outil prend énormément de temps. Alors généralement, quand on a une stagiaire ou un alternant, c'est une mission qu'on lui confie. Mais comment vous gérez cette partie-là? Alors, tu veux que je réponde? Ouais. Nous aujourd'hui, c'est très simple. On a l'IA pour le faire. Donc, peut-être vous l'avez fait à je ne sais pas quand est la dernière fois que vous avez regardé les outils. C'est vrai que l'IAG est assez récente et les modèles évoluent à une vitesse phénoménale. Et donc aujourd'hui, justement, ce qu'on faisait à la mano avant, moi je le faisais dans mon Excel. Enfin, à un moment, c'est mon directeur financier qui le faisait. J'ai jamais eu de juriste, même on est monté à 35-40 personnes, on travaille avec des juristes externes. Mais aujourd'hui, au fait, pour vous donner un exemple, nous, on a récupéré un client qui avait 350 000 contrats. Et en quelques semaines, on a pu importer au fait tous les contrats et extraire toutes les données de ces contrats. Donc aujourd'hui, l'IA offre des solutions assez impressionnantes pour justement pouvoir récupérer ces données et commencer relativement rapidement. Et de notre côté, je pense que c'est sensiblement la même chose. Nous, en fait, ce travail de structuration de la donnée est géré de notre côté. Donc en quelques semaines, quelques jours même, c'est terminé. Mais venez nous voir après, on discutera. Bon, super. Dernière question? Non? C'était OK? Bon, merci à tous d'avoir participé. Plaisir d'avoir pu partager ce moment avec vous. Merci Léa.